Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. J'en profite aussi pour prévenir qu'il s'agit d'un podcast qui utilise parfois un langage un petit peu coloré, comment dire, en tout cas, je dis des gros mots. Si vous écoutez ce podcast avec des enfants autour de vous, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Ou si c'est juste le genre de langage qui ne vous plaît pas, et bien il y a plein d'autres podcasts sur YouTube. Voilà, je préférais prévenir. Deuxièmement, je rappelle que si vous écoutez ce podcast plutôt que le regarder, je vous conseille non, je vous rappelle que vous pouvez baisser la qualité, c'est mieux pour la planète, donc ça se trouve au niveau des réglages du lecteur en bas à droite. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que j'en ai eu pas mal dernièrement, donc bienvenue à vous. J'aimerais remercier aussi les gens qui reviennent à chaque épisode, c'est toujours un plaisir. Encore un petit peu d'administratif au niveau des nouvelles vidéos qu'il y a eu sur la chaîne cette semaine. Je me suis essayé un petit format vlog que j'ai appelé Rester chez soi. Je vais en faire toutes les semaines pendant le confinement. Est-ce que je continuerai après? Je ne sais pas. J'en parlerai un petit peu plus à la fin sur pourquoi, un petit peu plus ce qu'il y a derrière. J'ai aussi fait une vidéo de démo du talon après coup pour ceux qui avaient peur du talon après coup. J'ai plein de choses dans cet épisode, il sera peut-être divisé en deux tellement qu'il va être long. Hein, pour vous faire un petit résumé, j'ai 2 projets terminés, 3 projets en cours, je vais vous parler de filage et j'ai aussi une partie FAQ, donc une foire aux questions, dont j'avais parlé à la mi-janvier, et puis à la mi-janvier j'ai arrêté de faire des podcasts, et depuis que j'ai repris, j'oubliais à chaque fois. Donc là, cette fois-ci, j'y ai pensé. J'ai récupéré à la fois les questions de la mi-janvier, et je vous ai reposé des questions sur Instagram en stories cette semaine. J'en ai un bon paquet au final, donc ça risque de prendre un bon bout de temps. Mais avant de vous parler de mes projets terminés, je vais parler de ce que je porte en ce moment. Je porte en fait mon uniforme de confinement. Il s'agit donc du No Frills Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté dans mes laines, donc les laines Le Bruit des Aiguilles. J'ai tenu double la base 85-15 et la base Mohair Soie, et le coloris c'est Autumn is Falling. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, je ne sais plus, en tout cas c'est un pull que j'ai tricoté en 8 jours. Voilà, que j'ai tricoté très rapidement. Je l'aime, il est très doux, il est très chaud. Et en fait, avec ça, j'ai une paire de jeggings, enfin je sais pas trop comment on appelle ces trucs-là, que je porte pas trop dehors, mais c'est une paire qui est extrêmement confortable pour l'intérieur. Donc c'est un petit peu mon uniforme de confinement. Je suis très très bien je suis très très bien dans tout ça. Et puis parce qu'en fait il fait méga froid, j'ai ressorti ma couverture en crochet parce que j'ai trop froid en fait. Dans mon appartement, le matin, on a le soleil qui donne sur le salon et la cuisine, donc il fait très chaud dans ces pièces-là. Enfin, il fait très chaud, il fait bon dans ces pièces-là. Et là, en fait, on est en tout début d'après-midi, donc j'ai mangé. Et donc là, je reviens de la cuisine vers la chambre qui, elle, n'est pas du tout exposée le matin. Donc il faisait bon dans la cuisine, et là, j'arrive dans ma chambre, il fait froid. Voilà, donc j'ai une couverture. Parce que j'ai 80 ans. C'est parti pour les projets terminés. Mon premier projet terminé, c'est une paire de chaussettes dont je vous avais parlé un petit peu la semaine dernière, que j'ai tricoté dans la base High Twist du Bruit des Aiguilles. Le coloris c'est Anxiety is a Liar. Le contrastant c'est sur la base 85-15, c'est un coloris unique. C'est une paire avec une construction un petit peu particulière puisque j'ai tricoté d'abord juste le tube de mon coloris principal, donc j'ai fait tout un tube entier que j'ai ensuite divisé en 2 et sur lequel j'ai ensuite rajouté le talon après coup et ensuite les pointes et les côtes. Si vous voulez en voir un petit peu plus, il y a, voilà, comme je le disais, la vidéo démonstration du talon après coup. Cette histoire de tube là, c'est pas mal pour utiliser des restes, je trouve.
des restes en autorayant. Hein. Enfin quoi, vous pouvez le faire aussi avec n'importe quelle couleur, ceci dit. Voilà. Mon deuxième projet est terminé. En fait, il y en a deux, mais bon, c'est le même truc. J'ai fait des petits des petits cache-tétons, pas du tout, des scrubbers, des espèces d'éponges lavables en crochet. Alors, je les ai fait dans un fil. Je crois que c'était de la Rico Design, mais j'ai plus le. Il me reste la pelote qui est là, mais j'ai plus l'étiquette. De mémoire, je l'ai acheté chez Rougier et Play. Il me semble que c'est de la Rico Design, mais en tout cas, c'est une espèce d'acrylique. Je sais pas si on va bien voir, mais en fait, il y a des petits poils qui dépassent. Ça fait c'est très très plastique, hein, mais c'est le but. Et donc, j'ai crocheté en fait des scrubbers pour le ménage, pourquoi pas pour la vaisselle. Voilà, vu que c'est dans l'idée des tawashi, mais en version un peu plus abrasive. Je les ai fait au crochet en 3,5, il me semble, de mémoire. J'ai pas utilisé de patron en fait, j'ai simplement fait un montage. Comment il s'appelle ce montage en rond? Je me demande si c'est pas Magic Loop, mais du coup pour le crochet, ça permet de faire un montage en rond, et donc j'ai crocheté trois chaînettes, et ensuite j'ai fait des doubles brides, il me semble que c'est ça le terme. J'en ai fait 11. J'ai fermé mon rang. Ensuite, pour commencer mon deuxième rang, j'ai fait encore 3 chaînettes. Et là, j'ai fait en fait 2 doubles brides dans toutes les mailles. Donc j'ai multiplié par 2. Je refais la même chose sur le troisième rang, sauf que j'augmente une maille sur 2. Et alors attendez. En fait, on continue, plus on augmente de rang, plus on espace nos augmentations. Moi, je crois que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai fait 5 rangs en tout. Et j'ai fini par une petite boucle pour pouvoir le suspendre. Donc j'en ai fait 2 parce que voilà. J'avais déjà fait quelques projets en fait j'en avais fait peut-être 2 autres, mais des plus petits, dans cette même pelote. Vous voyez qu'il m'en reste encore pas mal. Donc je pense que je vais continuer à en faire, c'est pratique à avoir sous la main, puis ensuite on jette ça à la machine quand c'est sale. Voilà pour ce qui est des projets terminés. Pour les projets en cours, j'ai mon sous-sous de Nora Gorn, qui est un pull qui se tricote à plat, un pull à torsade, qui d'ailleurs c'est ma... Alors, j'essaye de tout dire trop vite, il faut que je prenne plus de temps. Je le tricote sur la base d'Ikea, toujours dans ma laine, le bris des aiguilles. Le coloris c'est vif argent. Avec ce projet, je participe au cal sous-sous de Pelote et Repelote. Mon premier cal, je suis un peu... je sais pas trop ce que je dois faire. Mais j'ai quelques doutes sur mon projet. J'en avais parlé la dernière fois, je l'ai monté en 3,75 parce que je ne retrouve plus mes aiguilles 4. Et en fait, je sais pas si on va bien le voir à la... Je suis pas habituée en fait à tricoter ce point, c'est un point de blé il me semble. Et en fait j'ai peur que le rendu soit pas assez souple. Hein, il va avoir une aisance positive monstrueuse, mais j'ai peur qu'il fasse trop rigide en fait une fois tricoté. Et du coup je dois avouer que j'ai un peu du mal à m'y mettre. C'est déjà laborieux comme projet parce que il n'y a jamais un rang tranquille en fait. Soit on fait le point de blé, enfin on fait toujours le point de blé, et puis au milieu en fait sur le rang droit il y a des histoires de il y a des jetés, des mailles tricotées ensemble, certaines mailles tricotées par le bras arrière, d'autres non. De temps en temps il y a donc des torsades. Voilà,
J'hésite beaucoup, je me demande si je vais pas mettre un fil de survie, essayer de le tricoter en 4,5, voir ce que ça donne, et puis si je trouve que c'est plus lâche et que ça me plaît, peut-être que je détricoterai tout, et puis j'enlèverai un petit peu de maille sur les côtés pour pas que ce soit non plus immense en 4,5. Je sais pas, pour le moment il est un petit peu puni parce que j'ai l'impression que voilà, si je me mets à travailler dessus, ça va être du temps perdu enfin que je vais tricoter un truc qu'en fait j'ai envie de détricoter, donc c'est pas très logique. Je savais que c'était un problème que j'allais avoir. Je me demande vraiment si c'est pas un. C'est pour ça en fait que j'avais repoussé euh, le, le montage de ce pull là. Je me demande si c'est pas lié au fait que, je me demande si j'en ai pas déjà parlé d'ailleurs, que sur le modèle c'est une laine mèche qui est utilisée et moi j'utilise une laine à plusieurs brins, 4. Donc je me dis qu'au niveau du tombé ça doit quand même être différent. Voilà, je suis un petit peu en plein. J'en perds ma pelote. Voilà, je suis en plein questionnement. Ensuite, mon deuxième projet en cours, je ne sais pas si je vous l'avais montré la semaine dernière, laissez-moi vérifier. J'en avais parlé comme futur projet. Alors c'est un futur projet qui a bien avancé, que j'ai même failli. Franchement, j'aurais pu le terminer si j'avais pas passé autant de temps sur un autre nouveau montage. C'est une paire de chaussettes, grosse surprise. Je la tricote, encore une surprise, dans mes laines. Le coloris c'est Murphy's Law et c'est une paire de chaussettes que je tricote pour mon beau-père. C'était son anniversaire le 21, donc j'ai monté la paire de chaussettes ce jour-là. Toujours en utilisant le patron de talon Day of Socks. D'ailleurs, je suis en train de me tâter à rédiger ma recette de chaussettes à la vanille. Mais bon, comme je suis pas... En fait, j'ai deux problèmes. D'une, je suis pas designeuse de patron, en fait, donc c'est déjà un exercice qui est pas facile entre savoir ce qu'on doit faire et l'expliquer correctement aux gens. Et de deux, en fait, moi je suis une grosse consommatrice de patrons en anglais et non pas en français. Et du coup, je me retrouve à avoir un petit peu de mal à rédiger en français. Donc j'essaie d'en faire un petit peu tous les jours, comme ça me permet de voir ce qui est clair, ce qui est pas clair. Peut-être que d'ici la fin du confinement, on aura un patron. Rien n'est moins sûr, ce sera un patron gratuit, hein, ce serait juste vraiment pour... voilà, parce que j'ai beau faire référence au Day of Socks, j'ai changé un certain nombre de choses quand même du patron. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Mais que j'ai fini la première paire, je les tricote en 72 mailles pour une pointure 42. Et j'ai déjà bien avancé sur la deuxième puisqu'il me reste en gros, j'ai fait plus de la moitié de la tige et il me restera les côtes. Donc j'ai bien avancé, je me demandais si je pouvais faire une paire par semaine et en vrai, vu que là c'est une paire homme en plus, j'aurais largement pu faire une paire femme en une semaine. Voilà pour mon deuxième projet. Mon troisième projet, c'est une réutilisation de laine, puisque j'ai détricoté le... comment il s'appelle déjà? Le Mackworth de Andrea Mauri, qui était un pull avec un empiècement en jacquard, sauf que mon coloris principal était beaucoup trop clair pour moi, puisque c'était ce coloris-là, et en fait, c'était pas beau du tout sur moi. Donc j'ai tout détricoté, j'ai même déstaché une partie de ma quantité pull parce que j'avais 2 autres écheveaux de ce coloris là que j'ai du coup vendu c'était juste avant le confinement. Et je me suis dit que j'allais regarder ce qui se faisait en accessoires en jacquard à 4 couleurs, soit en fingering, soit en decay, parce qu'en fait je peux je peux tricoter en double ma fingering et ça me crée de la decay.
Et en fait, je suis tombée sur le patron d'Andrea Maori, alors qui normalement se fait pas en decay, qui se fait en worsted, mais je vis dangereusement, vous le savez. Et donc c'est un col. C'est un col que du coup je tricote. J'ai gardé la même taille d'aiguille, j'avais commencé au départ en 3,5 et en fait c'était beaucoup trop serré. Donc je le tricote en 4,5. En fait ça va être un col double, alors ils appellent ça un Mobius. C'est un col en fait où donc, vous avez une... C'est un tube qui va être beaucoup plus long que ça évidemment, qui est ensuite cousu aux extrémités. Mais en fait, il n'est pas cousu droit, il est cousu avec un twist. Donc voilà, moi qui utilise depuis 3 ans bientôt maintenant le même châle, je me dis que ça peut être pas mal d'avoir autre chose. Et là, du coup, je trouve qu'au niveau des couleurs, on a une meilleure... Quel est le mot que je cherche? Aidez-moi. Équilibre des couleurs, on n'a pas la prédominance de ce rose très clair qui me donnait l'air malade. Donc j'ai plutôt bien avancé, sachant que j'avais tricoté jusque là à peu près. Ouais, j'avais déjà tricoté une bonne partie du premier motif avant de détricoter pour changer de taille d'aiguille. Voilà, ça avance tranquillement. Seul petit regret, c'est qu'on tricote en rond, mais en fait, je suis obligée quand même de le faire en Magic Loop parce que c'est trop... Vous voyez, si là j'essaye de le mettre sur le bout de mes aiguilles, en fait ça tire tout. Et pour faire du jacquard, c'est l'horreur. Donc je suis obligée quand même de faire du Magic Loop. Alors que j'aurais pu être tranquille à tricoter en circulaire. Mais je n'ai pas la taille de câble adéquate. En fait c'est exactement, c'est très marrant, c'est exactement le même motif que pour le début du Mackworth. Donc le Mackworth en fait il a de mémoire 3 motifs différents, enfin il a 3 sets en fait, 3 étages de motifs. Et je vous ai pas donné le nom du patron, c'est le Moonwake Cowl, pardon, que j'ai toujours envie d'appeler Mooncake. C'est des gâteaux chinois, enfin asiatiques je crois, les mooncakes. Bref, je me plante toujours sur le nom du patron. Et donc ce que je disais, c'est qu'en fait les deux motifs qu'on a là, donc le petit ça et puis la petite truc là. Heureusement que c'est un podcast vidéo. Ces deux motifs-là, en fait, ils étaient déjà présents dans le Mackworth puisque c'est un patron de la même designeuse. Donc je tiens les fils en double. Je pense que quand je vais le bloquer, il va un petit peu se détendre, un petit peu gonfler aussi. Mais je suis assez contente du résultat. Je ne fais que quelques rangs à la fois parce que je sais pas si c'est le fait que je sois sur... Peut-être qu'il faut que je rajoute un cap plus grand pour moins forcer sur mon Magic Loop. Mais c'est vrai que ça a tendance à me faire un petit peu mal aux mains. Et puis là, il y a surtout le motif, alors je sais plus combien de rangs il fait, mais en gros il doit y avoir 4 rangs avec une seule couleur. Donc sinon c'est que du jacquard avec... Oui, c'est un motif assez dense quoi. Est-ce que j'avais autre chose à dire? J'ai pas parlé de la laine. Je le tricote dans la W150 de Boucle Laine. Au niveau des coloris, le rose clair, c'est de mémoire fleur de cerisier. Le rose moyen, ou vieux rose, je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est cuisse de nymphe. Ici, alouette. Et le dernier qui est un de mes préférés, c'est cassis. Je me dis qu'un Azor sweater dans ce coloris-là avec un contrastant en blanc, ce serait magnifique. C'est pas dit que ça n'arrive pas. Soyons réalistes. Après le confinement, puisque je ne peux pas commander de laine pour le moment. Et voilà. Voilà pour ce qui est de mes projets en cours. Niveau futur projet, pour le moment, il y aura probablement une paire de chaussettes quelque part. Il doit me rester plein de restes. Je trouverai bien quelque chose à faire.
pour le moment, on va essayer de finir ce qu'on a monté. Vient ensuite le filage. J'avais pas filé depuis super longtemps, notamment après le gros échec du Shifty sweater. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois, j'avais filé de la laine pour faire encore un pull Andrea Maury, décidément. Ça devait être mon pull filet tricoté de l'année. Et en fait, j'avais un problème d'épaisseur de fil, il me fallait 3 coloris pour ce pull là, et en fait mes 3 coloris n'avaient pas la même épaisseur, donc ça n'allait pas. C'est vrai que depuis, j'ai un peu mis le rouet de côté, j'étais un peu fâchée. Et puis il y a quelques mois maintenant, semaines, mois, Tricops qui est Carole m'avait vendu de la fibre que j'avais un petit peu commencé à filer, mais pas trop. Et donc là, je m'y suis vraiment remise puisque j'ai fini une tresse. C'est vrai que là, le filage en ce moment, moi, c'est mon début du confinement. J'étais pas méga sereine. Et je me suis dit, je vais reprendre le filage parce que c'était vraiment un. Par exemple, moi, j'arrive pas à méditer. C'est un truc qui. C'est pas faute d'avoir essayé, mais je suis assez imperméable à ça. Par contre, quand je file, il se passe un truc. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est le fait d'être très enfin de. C'est-à-dire que moi je file sur un rouet électrique, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui décide de la vitesse. Tant que j'appuie pas sur un bouton, le rouet continue à tourner en fait. Donc il faut être tout le temps vraiment dans l'instant présent pour filer la laine. C'est pas comme si je pouvais ralentir avec un pédalier manuel. Et ce truc, alors je sais pas si ça me le ferait aussi avec un rouet traditionnel parce que j'en ai jamais essayé, mais en tout cas, je sais pas, ça met mon esprit dans un truc où je suis concentrée sur ce que je fais avec mes mains, mais en même temps ça me vide la tête. Je sais que j'ai pu reprendre la teinture après mes séances de filage parce qu'en fait j'avais des idées pour des coloris. Voilà, je mets ça en fait, mon petit combo gagnant c'est de mettre ça avec un livre audio. Et voilà, je peux y passer des heures et c'est trop bien. Donc j'ai fini cette tresse qui vient du coup alors qui a été teint par Pigeon Roof Studios, qui est quelqu'un qui ne teint plus. J'ai la tresse, parce qu'en fait on est deux, pardon pour les mots. Voilà ce que donne la tresse au départ. Alors au niveau de la compo, c'est un peu de la folie, c'est 65% de Merino Superwash, 35% de soie. Alors, je sais pas si vous allez voir la brillance du machin, mais alors à filer c'était du beurre, mais pas dans le bon sens du terme, c'est que ça, si vous avez déjà filé, enfin en fait ça avale, ça glisse en fait, donc c'est plus simple de filer quelque chose qui est plus rustique en fait, parce que tout s'accroche plus. Mais je suis assez contente de ce que j'ai réussi à filer puisque j'ai fait un retors à 3 brins parce que c'est ce qui, je trouve, corrige mes erreurs de filage. J'ai encore un peu de mal à filer de façon très consistante. Ça se dit pas en français. De façon qu'est-ce que je cherche à dire ? De façon homogène en fait, partout. J'ai tendance à avoir parfois des endroits où mon fil est plus épais. Et en fait, le retors à 3 brins, il comble en fait vachement bien ces petites erreurs de filage. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien l'utiliser. Ça donne peut-être une laine qui est un petit peu plus fondue au niveau des couleurs, mais c'est vrai que si on a les brins un par un, on arrive quand même à voir le beau détail des couleurs. Et donc, avec mon retors à 3 brins, j'ai obtenu 393 mètres pour 112 grammes. Donc c'est je sais pas pourquoi, mais c'est des tresses qui font plus de 100 grammes. Mais alors j'ai fait mon petit calcul et ça me faisait, je crois, 350 mètres pour 100 grammes. Et il me semble que c'est pile poil sur de la sport. Et ce qui est bien, c'est que du coup, c'est pile poil de mémoire le métrage de la. C'est quoi le nom ? De la Spin Cycle, qui est beaucoup utilisée dans les pulls d'Andrea Maury notamment. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je me dis que je vais peut-être l'utiliser, parce que j'ai quand même une bonne quantité, peut-être en coloris contrastant pour un jacquard. Parce que si on le
Je me dis voilà, je peux l'associer avec Vif Argent, en fait c'est le coloris neutre qui va avec tout, j'adore ce coloris. Mais voilà, je me dis que ça pourrait peut-être être sympa d'avoir un jacquard, notamment le Stone Crop. J'ai un bout de peau qui me gêne, en fait, c'est pour ça que je fais des grimaces depuis tout à l'heure. Je me dis que ça irait vachement bien avec le Stone Crop pullover, toujours d'Andrea Maori. Donc, pourquoi pas. Concernant la deuxième tresse, je sais pas encore exactement ce que je vais en faire, ça dépendrait beaucoup de ce que je vais faire de la première, sans grande surprise. En fait, j'hésite, soit j'ai un projet pour ça et j'ai besoin de plus des 393 mètres que j'ai déjà, et dans ces cas-là, je me débrouillerai pour refaire en fait un petit peu la même chose. Mais je me dis qu'un retors Navarro serait aussi vachement joli. Pour vous expliquer un petit peu, là mon retors à 3 brins, en fait, j'ai divisé ma tresse en 3. Donc j'ai filé 3 singles et je les ai ensuite retordus ensemble. Le retors Navarro, c'est un système pour faire un retors à 3 brins, mais qui ne vient que d'une seule bobine. Donc le retors Navarro, on file tout du long sa tresse. Et ensuite, on vient faire un système de chaînette si vous avez déjà crocheté. En fait, c'est globalement le même mouvement, c'est-à-dire qu'on fait une boucle, on vient prendre à l'intérieur, on tire. Et quand on tire, ça va pas être clair pour les gens qui filent pas, mais en gros, j'ai mon fil. Ici, il a une boucle. Et vous voyez que si là, je tire mon fil, j'ai encore, au final, 3 brins. Et ça me permet en fait de faire un retors à 3 brins. Ce que ça fait surtout, c'est qu'en fait, au niveau de la répartition des couleurs, sur ma fibre, encore pardon pour le bruit, si là j'ai une toute petite section rouille, évidemment quand je vais la filer, cette section rouille elle va être beaucoup plus longue sur mon fil. Ce qui fait que pendant mon retors Navarro, je vais avoir vraiment des sections qui sont uniquement rouilles, des sections qui sont uniquement, je sais pas, mais il y a du bleu, il y a du vert. Donc c'est une autre façon de gérer la couleur. Je suis en train de vous raconter tout ça, mais en fait peut-être que je peux vous le montrer de façon beaucoup plus claire. En fait, on le voit un petit peu là, puisque là on a des couleurs qui sont beaucoup plus mélangées, et là on a quelque chose de beaucoup plus... beaucoup moins mélangé, en fait on a des couleurs plus séparées. Tout ça pour ça. Donc pour le moment, j'ai rien remis sur mon rouet parce que, comme je sais pas ce que je veux faire de ma deuxième tresse, je vais voir. J'avais aussi acheté ceci à Carole, qui est du coup une tresse de Ravenridge, qui est un mélange de Paul Wars et de soie, mais qui là m'a l'air quand même un peu plus... on n'a que 15% de soie déjà, ça m'a l'air un peu plus... un peu moins glissant. C'est un très joli rouge bordeaux, je me dis que ça ferait un très joli bonnet. Donc peut-être que je vais commencer à filer ça. Pour le moment, l'envie, enfin le besoin même de filer arrive pas trop parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps sur ce premier écheveau. Donc on verra. Et c'est maintenant le moment du... il faut que je me redresse parce qu'en fait souvent je suis comme ça donne l'impression que j'ai un ventre énorme quand je... Enfin j'ai une très mauvaise posture et quand je monte l'épisode je le vois et ça m'énerve et je me dis redresse-toi. Alors on va essayer de bien s'installer. C'est le moment donc comme je disais de la FAQ. Certaines des questions proviennent de... Enfin datent plutôt de la mi-janvier et d'autres de cette semaine. Je vais les séparer en plusieurs catégories juste pour que ce soit moins brouillon.
J'ai déjà eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment ça allait, notamment, je vais essayer de citer tout le monde, Dorine Berezowski, je suis désolée si je prononce mal ton nom de famille, Sonapi82, Albouguin et Wims of a Feather m'ont demandé voilà, comment ça allait. Certaines m'ont demandé avant le confinement, d'autres pendant, donc j'imagine que... moi ça va plutôt bien. Je suis habituée à travailler de chez moi et j'ai un style de vie en fait qui est assez casanier, donc je suis pas trop bouleversée par tout ce qui se passe d'un point de vue quotidien. C'est un petit peu plus dur au niveau des angoisses en fait, quand j'essaye de réfléchir un peu plus loin. Voilà, tout va bien tant que j'y vais au jour le jour, donc j'y vais au jour le jour. Comme je disais la dernière fois, je continue encore un petit peu à bosser, mais c'est vrai que j'ai pas mal réduit mon rythme. Je prends un peu les choses comme elles viennent. Je me rends compte aussi que je suis extrêmement privilégiée de tellement de choses. En fait, je suis privilégiée dans le fait que j'ai pas trop à m'inquiéter financièrement parlant parce que je suis encore dépendante de Pôle emploi. Je n'ai pas d'autres personnes à ma charge, mon coloc s'occupe très bien de lui-même, mais voilà, j'ai pas d'enfants à gérer. Euh, j'ai mine de rien un toit au-dessus de la tête, sur la tête, comment on dit. En tout cas, j'ai un logement qui est relativement agréable. Voilà, et j'ai aussi... Alors je sais pas si c'est un privilège ou si c'est quelque chose que j'ai développé, mais j'ai ce que j'appelle un jardin intérieur suffisamment garni pour pouvoir ne pas péter un câble toute seule en fait. Je sais m'occuper, voilà, c'est aussi parce que c'est dans ma personnalité, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui a toujours été important pour moi de pouvoir être indépendante. Donc je m'ennuie pas, ça va. Mais c'est gentil de vous en inquiéter. Ensuite, j'ai eu pas mal de questions d'un point de vue tricot. Alors d'abord, il y a Émilie 3412 qui me demande quel est le modèle de tricot que tu as le plus tricoté. Comme ça, j'ai tendance à dire les Day of Socks parce que je sais même pas à combien de paires de chaussettes j'en suis rendue. Mais en même temps, comme c'est à chaque fois un patron que je change un petit peu, est-ce que ça peut vraiment rentrer dans cette question? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue vêtements, le patron que j'ai le plus tricoté, c'est le gilet Stand By Me de Anna Maria Odvos. Puisque je l'ai fait en 3 exemplaires, j'en ai un pour moi et j'en ai fait 2 pour des cousines. J'ai aussi énormément tricoté, tellement qu'en fait je ne veux plus le tricoter. Alors c'est pas... Enfin, ça s'appelle le Fornication Deer Hat, mais en fait, donc c'est un bonnet. En fait, à la base, le patron c'est simplement un diagramme en jacquard de rennes qui... Enfin voilà, vous aurez compris le titre. Et moi j'avais adapté en fait ce diagramme pour en faire un bonnet. Donc avec 2 répétitions ou 3, je sais plus. Ça il me semble que j'ai tricoté 4 fois. Parce qu'il plaisait bien et maintenant en fait j'en ai marre, je ne peux plus le tricoter. Sinon dans des pulls que j'ai tricoté au moins 2 fois, que je tricotais 2 fois, il y a le Ridari qui est un pull pour homme en jacquard, il y a le Winfell qui est un pull pour femme en jacquard, il y a le Soldotna qui est encore un pull en jacquard, il y a le Flaxlight aussi que j'ai pas mal tricoté, mais après c'est des tricots pour bébé donc c'est pas la même implication. J'ai aussi tricoté 2 Find Your Fade, un pour moi et un pour ma mère. J'ai Petite Laine qui me demande un conseil pour l'entretien des tricots. C'est assez vague au final comme question. Moi pour l'entretien, ce que je recommande c'est de ne pas trop laver, donc d'aérer au maximum les tricots, c'est-à-dire on les met sur l'enceinte, on les aère. La laine se salit pas en fait autant que d'autres choses. Ça dépend aussi de comment vous les portez. Moi je sais que mes pulls je les porte uniquement avec des petits... j'ai des tout petits en fait maillots de corps, je sais pas, enfin de petits caracots. Qui sont bretelles fines, donc en fait il n'y a rien qui protège mes aisselles, donc c'est vrai que j'ai tendance à les laver plus souvent parce que je sais que
le pull est directement en contact avec mes aisselles. Mais donc ce que je disais, c'est aérer les tricots au maximum entre les fois où vous les portez. Limiter les lavages. Quand vous lavez, si c'est en machine, lavez en cycle laine. Ou sinon laver à la main, donc juste simplement faire tremper. Au niveau des lessives, moi j'utilise pas de lessive particulière. J'ai utilisé des trucs comme Soak pendant un moment, mais en fait, comme avec la teinture, je les utilisais aussi pour laver, je finissais par les utiliser beaucoup trop. J'ai aussi beaucoup de chaussettes. Avant, j'osais pas passer mes chaussettes en machine. Passer mes chaussettes en machine, c'est pas facile. Donc j'avais tendance à les laver à la main. Donc en fait, j'utilisais beaucoup de ces produits-là. Donc j'ai fini par les faire moi-même pendant un moment. Donc c'était un mélange de savon de Marseille. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il me semble qu'il y avait un tout petit peu d'alcool. Je sais plus ce que c'était. J'ai pas utilisé pendant très longtemps parce que ça m'a pas vraiment satisfait. Je crois que ça laissait comme un film. Maintenant en fait j'utilise juste, je fais plus trop ma lessive moi-même maintenant, je l'achète en vrac et en fait quand je fais tremper mes tricots je mets juste un tout petit peu de lessive avec. Moi c'est comme ça que je fonctionne, il y a des gens qui préfèrent avoir une lessive spécifique pour leur lainage. Je pense que c'est chacun son choix. Après voilà, mais toujours si vous le passez en machine dans un cycle laine, puisque ce qui abîme la laine, ce qui crée le feutrage, etc., c'est le mélange de chaleur et de frottement. Donc on limite l'essorage et on lave pas trop chaud. Ensuite un séchage à plat pour pas déformer le tricot. Et puis moi ce que je recommande c'est de déboulocher relativement régulièrement. Donc il existe des petits... je l'avais déjà montré je crois. Mais voilà, des petits trucs, des déboulocheurs comme ça. Sinon je sais qu'il existe aussi un truc qui s'appelle un gleaner je crois. Où là en fait c'est manuel, donc il y a comme un petit truc qui accroche que vous passez sur vos... comme un rasoir en fait. Que vous passez sur vos tricots. Et après vous pouvez récupérer, venir en fait peigner pour récupérer toutes les petites bouloches qui sont détachées. Ça je pense que ça donne quand même un vrai coup de jeune au tricot. J'avais une photo, j'essaierai de vous la mettre, entre deux chaussettes. J'avais tricoté des chaussettes pour une amie il y a quelques années et dernièrement elle me les a redonnées parce qu'il fallait réparer. Elle avait des trous, elle les avait tellement portées qu'il y avait des trous. Et je leur ai mis un petit coup de déboulocheur et c'est impressionnant la différence qu'il y a entre les deux. J'essaierai de vous remettre la photo si je la trouve. J'espère que ça répond à ta question. Louvnit me demande quel est le tricot dont je suis la plus fière. Je trouve que c'est vachement difficile comme question parce qu'en fait j'ai envie de répondre à chaque fois, c'est pratiquement le dernier pull que j'ai tricoté. Parce que là si je prends celui-ci, je suis fière de l'avoir fait en très peu de temps. Le pull d'avant, je suis très fière d'avoir fait un pull pour homme qui tombe bien. Ouais, je pense que j'ai tendance à être excitée par les derniers projets que j'ai faits peut-être parce que les sensations sont encore là, je sais pas. En tout cas, j'ai regardé un petit peu dans ce que j'avais fait. C'est souvent quand même pour des pulls. Je sais que je suis assez fière du Sirius parce que c'était le premier pull que je stickais. Ma belle-sœur l'adore. Donc forcément, ça joue aussi dans la fierté. Les jacquards hommes que j'ai pu faire parce que c'est quand même donc c'est le Ridari et puis le... je me souviens plus. Celui que j'ai fait pour mon beau-père qui a des équipes bleues. Qui a des gris bleus. Steinkrieger, je crois. Parce que c'est des grosses pièces en fait, donc j'en suis fière parce qu'elles ont un côté très, très rustique, très traditionnel qui me plaît beaucoup. Je sais aussi que le Darkwater, c'est un pull dont je suis extrêmement fière. Je le vois pas ici, mais c'est mon premier pull que j'ai teint, filé et tricoté moi-même en fait. Ça, je sais que j'en suis aussi très fière. Voilà, c'est à peu près ça. Trois filles et du fil me demandent quel patron gratuit de chaussettes recommandes-tu? Je pense que je réponds à cette question 3 fois par jour.
Patron gratuit, moi je recommande en anglais le Day of Socks de Jessica Gore parce que je trouve qu'il est relativement simple, il va bien en pied, etc. Je sais que Biscot Yarns propose aussi pas mal de patrons, alors ils appellent des patrons de bas. Ils ont plein de constructions différentes, donc du toe-up, du top-down. Ils ont différents talons aussi, et ils sont traduits en... Enfin, ils sont en français. En français canadien, en québécois. Donc, je suis perturbée parce qu'en fait, de ma fenêtre, je vois des jardins communs de l'immeuble d'en face. Et là, il y a un type qui vient de sortir avec son vélo de course dans le jardin et j'ai l'impression qu'il va s'installer pour faire du vélo fixe. Et j'étais pas prête. Là, il essaye de descendre des escaliers avec. Enfin, j'ai été très déconcentrée. Donc, Biscot Yarns propose des patrons en québécois. Je les ai survolés et ça m'a l'air d'être tout à fait compréhensible. Je dirais pas trop de différence. Ils appellent juste des chaussettes débat, mais je pense que ça, on peut s'en habituer. Voilà, ça serait au niveau patron gratuit, ce serait ce que je recommanderais. Ensuite, on va passer au filage rapidement. J'ai Amandine, alors soit c'est Droulon, soit Drouillon, je crois que j'ai mal marqué ton nom, tu m'en voudras pas. Qui nous dit, peux-tu nous parler un peu de ton rouet, marque, ton avis, et où est-ce que tu as appris à filer. Mon rouet est donc un rouet électrique, il est juste là. Donc là c'est juste le rouet en lui-même, j'ai pas le câble avec la petite boîte qui gère la vitesse. Donc la marque c'est Heavenly Hand Spinning. Ils ont un petit logo avec un mouton. Je vais reposer ça parce que ça sert à rien. Et puis c'est un petit peu lourd. Ils ont une boutique sur Etsy. Ils sont aux États-Unis, je me souviens plus exactement quel état, mais ça change pas grand-chose. Donc ils sont montés à la main en fait. Enfin, c'est une toute petite, c'est très j'ai l'impression que c'est familial comme entreprise, comme business. J'ai pris de mémoire le modèle le plus simple. Je crois qu'après il y a des choix au niveau de la finition du bois, du type de bois, mais d'après ce que je comprends du filage, ça change pas grand chose au rendu fini en fait, c'est simplement un aspect esthétique. Je dirais que c'est un... Moi j'en suis contente. Je pense que c'est un bon rapport qualité-prix par rapport à ce qui se fait ailleurs. Surtout que moi je l'ai acheté il y a 2 ans maintenant. 1 an et demi, 2 ans. À l'époque, j'avais fouillé, c'était le meilleur rapport qualité-prix. Je ne voulais pas acheter moi un rouet manuel parce que d'une, ça prend quand même beaucoup de place et moi j'en ai pas en ce moment. Et de deux, c'est très cher. Moi, il me semble que le mien, tout compris, je crois avec les frais de port et la douane, il m'a coûté moins de 450 €. Je suis pas sûre qu'on puisse trouver des petits rouets à ce prix-là. Donc voilà, après, est-ce que c'est le meilleur rouet électrique au monde? Je ne pense pas. Moi, par exemple, comme c'est pas une grande marque qui l'a fait, si je cherche d'autres bobines, je suis obligée de les acheter directement sur leur boutique à eux, donc les faire venir des États-Unis, etc. Alors que je sais qu'il existe des boîtes qui impriment en 3D des bobines qui sont adaptables en fait aux rouets de grandes marques. Je me suis pas encore penchée exactement sur la question et je me vois mal contacter la boutique en leur disant j'aimerais bien acheter mes bobines chez d'autres gens, est-ce que vous pouvez me donner est-ce que vous pouvez me dire si ça correspond à ci ou ça. Donc ça peut être le problème d'acheter dans un petit truc indépendant, mais en même temps moi ça me plaisait de soutenir aussi une petite boutique. Mon avis dessus, je peux pas le comparer avec un rouet manuel parce que je n'en ai... Enfin, un rouet à pédale parce que je n'en ai pas, je n'en ai jamais essayé. Moi, j'arrive à faire ce que je veux avec.
partir de là, je considère que le job est rempli et ça me convient. Donc Amandine me demande aussi où j'ai appris à filer. Alors j'ai appris à filer sur internet, même façon que j'ai appris à crocheter ou à tricoter. J'avais, je sais plus où il est, mais j'avais une... comment ça s'appelle? Vous savez, le machin pour filer à la main, là, un fuseau. Fuseau ou une quenouille, je confonds sur les deux. Donc j'avais commencé à filer avec ça, donc ça m'avait appris à comprendre le système en fait de comment on file un single, comment on retord ces singles entre eux. Je trouvais que c'était quand même une étape plus facile que de passer directement sur un rouet, d'autant plus que financièrement c'est plus facile d'acheter une quenouille je crois que c'est une quenouille, à 10 balles qu'un rouet à 400. Et en fait ensuite c'est vachement d'essais, d'expérience. Je me mets dessus, je vois ce qui marche pas. Je ne file probablement pas de façon très orthodoxe, mais au final ça marche, donc moi ça me convient. Je fais attention aussi dans certains podcasts quand ils parlent de filage. Je sais que je suis une britannique, Bex. Je crois que c'est Tiny Fiber Studio, le nom de sa chaîne, où elle parle beaucoup de filage et donne beaucoup de savoir technique en fait. Moi ça m'a pas mal aidé. Après il y a des bouquins, je regarde le bouquin, je vais l'attraper, que j'ai utilisé tout à l'heure, qui est Yarnitecture, qui est encore un bouquin en anglais. Mais voilà, donc le sous-titre du bouquin, c'est un guide de filage pour les tricoteurs. Créer exactement la laine que vous souhaitez, le fil que vous souhaitez. C'est un bouquin, je pense, qui est assez intéressant. Enfin, moi, je m'y réfère quand j'ai besoin d'une base technique, en fait. Mais je pense que le meilleur moyen, de toute façon, c'est aussi... on apprend en faisant vachement dans le filage, je trouve. Et après, voilà, il y a plein de supports, que ce soit par vidéo, que ce soit des... J'imagine qu'il y a probablement des cours type Craftsy et autres. Et puis voilà, il y a pas mal. Il existe des bouquins qui en parlent. Et je pense qu'il y a aussi... il doit aussi y avoir des guildes de filage. Alors, à Nantes, je suis pas sûre qu'il y en a. Il me semble qu'il y en a à Paris, mais voilà, ça peut être le moment. Surveiller aussi s'il y a des cours de filage dans les ateliers autour de chez vous. Voilà, pour ce qui est du filage. J'ai eu ensuite beaucoup de questions concernant le bruit des aiguilles. Bipolette me demande si on peut tricoter un châle avec une laine autorayante. La réponse c'est on peut tout tricoter avec tout en soi, oui, parce que on est le maître de notre tricot et on fait ce qu'on veut avec la laine. Mais ça dépend du rendu qu'on cherche. La laine autorayante, si j'essaye de l'expliquer un petit peu, c'est simplement des très longues sections de couleurs qui se répètent. Du coup, comme ces couleurs se répètent, ça crée ensuite des rayures si vous tricotez un certain diamètre, une certaine circonférence. Si la circonférence reste sensiblement la même, vous obtiendrez toujours les mêmes rayures. Donc après, ça peut marcher aussi sur quelque chose à plat. Mettons une écharpe qui serait pas très large, vous pouvez utiliser de l'autorayant et vous allez avoir en fait les rayures qui vont se former elles aussi. Sauf qu'au lieu d'être en rond, ce sera en aller-retour, donc peut-être que parfois vous aurez des petits mélanges un peu bizarres, mais comme le nombre de mailles ne changera pas, le motif ne changera pas. Sur un châle, suivant suivant la technique qui est utilisée pour le châle, est-ce que c'est, je sais pas moi, si c'est un châle triangulaire en pointe, si c'est un châle en demi-cercle, enfin bref, vu que le nombre de mailles sur vos aiguilles va toujours augmenter, vous n'aurez jamais le même rendu.
Donc ça peut être un choix en fait, ça peut être un choix visuel, tout comme on tricote des choses avec des laines très variées, avec des laines à speckles. Euh, Ça peut être un choix, mais vous obtiendrez pas en fait un châle avec des rayures partout de la même longueur, enfin de la même hauteur, etc. Donc en soi on peut, ça peut être un choix, mais il faut savoir que là où vous allez commencer votre châle avec, enfin là où vous aurez peu de mailles, vous aurez des rayures plus larges, et là où vous aurez plus de mailles, vous n'aurez peut-être même pas en fait cet effet de rayure. Je sais pas si c'était très clair. Mais en gros, on peut tout tricoter techniquement avec de l'autorayant, simplement que ça rendra peut-être pas des rayures. J'ai une coupe de cheveux assez étrange là, je crois. Émilie3412 me demande depuis quand existe la marque Le Bruit des Aiguilles. Alors la marque existe officiellement depuis juin 2019. C'est en juin 2019 voilà, que les papiers ont été faits. Grosso modo. Évidemment, le processus pour arriver au Bruit des Aiguilles a commencé bien avant. Je pense que ça doit même pouvoir se voir au niveau des vidéos parce que c'était pendant que je faisais des podcasts de façon assez régulière, que l'idée du Bruit des Aiguilles commençait à venir. D'ailleurs, Essila24 me demande comment t'es venue l'idée de monter le Bruit des Aiguilles. J'ai l'impression de tout le temps raconter la même histoire, mais il y a 2-3 ans maintenant, je sais plus exactement, ouais, deux bonnes années, on m'a diagnostiqué une grosse dépression. Voilà, ça a été un moment de remise en question d'un peu de beaucoup de choses dans ma vie. Notamment, je ne voulais plus de mon job alimentaire. Et en fait, voilà, j'avais besoin d'un travail qui était plus en accord avec mes propres valeurs. J'avais besoin, je pense, de quelque chose qui était plus créatif. Aussi d'un travail où j'avais une possibilité de prise de décision plus importante, de façon profonde en fait. Je pense que j'avais besoin d'être mon propre patron à un moment pour être en accord avec mes valeurs aussi, pour prendre des décisions en accord avec ce en quoi je crois. Et puis c'était aussi l'occasion parce qu'en fait j'ai pu en fait quitter mon travail de façon à quand même toucher le chômage ensuite, et donc c'était un petit peu le moment idéal pour me lancer, puisque j'aurais jamais pu faire ce que je suis en train de faire en ce moment si j'avais pas eu les aides de Pôle emploi à côté. J'aurais pas pu me lancer. J'aurais pu me lancer en ayant un taf alimentaire à côté, mais je savais que j'étais trop fragile psychologiquement pour pouvoir faire ça. Et puis l'idée de la teinture en elle-même, je pense très rapidement après avoir commencé à tricoter, j'ai un petit peu bidouillé dans de la teinture parce que ça m'intriguait, ça me plaisait. Je suis passée à l'autorayant parce que je trouvais pas en fait, parce que le concept me plaisait. Moi j'ai commencé à tricoter pour tricoter des chaussettes, donc ça a toujours été un petit peu le fil conducteur. Et je trouvais pas forcément en fait des choses qui me plaisaient au niveau des fils chaussettes à rayures, notamment en France. Donc je me suis dit, si moi je trouve pas ce qui me plaît, il y a peut-être d'autres gens qui ne trouvent pas des choses. Enfin, peut-être que voilà, peut-être il y a peut-être une place pour moi, il y a peut-être un trou dans le marché dans lequel je peux venir me glisser. Je pense qu'en effet, je me serais peut-être pas lancée dans juste de la teinture de quantité pull, avec des unis, des variés, etc. Je pense... Je sais pas si le secteur est bouché, mais en tout cas, il l'est plus que dans l'autorayant. Voilà. Et puis je pense que l'idée de monter aussi le Bruit des Aiguilles, il a été vachement... Alors, il a été inceptionné, mais vraiment, par la psychologue que je voyais à l'époque, qui vraiment m'a dit si vous pouviez faire... Enfin, c'était tout un travail, hein, mais qui m'a dit
Voilà, si vous pouviez faire ce que vous vouliez sans contrainte financière, sans contrainte, qu'est-ce que vous voudriez faire? Je lui ai dit, moi je veux vendre de la laine que je teins. C'est mon... Et en fait, je pense qu'à partir de là, elle a inceptionné, quoi. Elle a planté la petite graine et ça a fait son chemin. Mais il y a aussi beaucoup le soutien que j'ai reçu de la part de mes proches. À l'époque, je tricotais beaucoup de choses pour mes proches. Et j'ai des amis qui m'ont dit maintenant il est temps que tu fasses payer ce que tu fais parce que ton travail a de la valeur et il faut qu'il soit rémunéré. Donc il y a eu ça aussi, cette idée de on peut faire quelque chose par plaisir, ça peut être un plaisir de travailler, mais c'est pas parce que c'est un plaisir ou une passion que ça ne demande pas de rémunération derrière. Ça aussi c'était tout un truc qu'il fallait que j'intériorise et que je comprenne. Et puis il y a eu aussi le soutien en fait, si c'est un soutien, mais les réactions en fait des gens sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, sur YouTube, de gens qui me disaient moi j'ai envie d'acheter ce que tu fais, et à partir de là quand on sait déjà qu'avant même de se lancer il y a des gens qui veulent acheter, ça soulage déjà énormément toutes ces questions de est-ce qu'il y aura des gens qui voudront de ce que je fais. Donc voilà, en fait ça a été un petit peu un mélange de toutes ces choses-là qui sont arrivées, qui ont fait le bruit des aiguilles. Calib Couture et Agnès Sorel m'ont demandé comment arrives-tu à faire des rayures? Alors c'est une question que j'ai souvent aussi. J'y ai un petit peu répondu tout à l'heure avec cette histoire du châle. Pour faire des rayures, il faut simplement des longues sections de couleurs qui changent et qui se répètent. Enfin, des couleurs qui changent et ensuite cette répétition de couleurs-là se répète plusieurs fois. Pour créer en fait ces longues sections de couleurs, j'avais cherché sur un site, il y a une nana qui avait donné un calcul, c'est un petit peu de maths, mais en soi c'est pas si compliqué. Mais par exemple, si vous voulez, pour des chaussettes, on reste toujours sur une histoire de petits diamètres, etc. Si vous voulez des rayures qui font, je sais pas moi, 5 rangs, et bien vous allez prendre n'importe quel fil, vous tricotez 5 rangs, vous allez détricoter ce que vous avez fait, et vous allez mesurer combien de mètres de fil il vous faut pour faire ces 5 rangs. Je vais prendre l'exemple de 10 mètres parce que ce sera peut-être plus simple pour expliquer tout ça. Donc il me faut 10 mètres pour faire mes 5 rangs en tricot. Donc ça veut dire qu'il faut que ces 10 mètres là soient teints d'une couleur. Puis les 10 mètres suivants seront teints d'une autre couleur et ainsi de suite. Donc en fait, si je veux faire un écheveau à 4 rayures, il va en fait me falloir 40 mètres qui se répètent, puisque je ne vais pas m'amuser à teindre 10 mètres d'un, 10 mètres de l'autre, 10 mètres et recommencer après sur les mêmes couleurs. Donc en fait il me faut un écheveau qui fasse 40 mètres. Jusque là, pour faire cet écheveau là, je commence à avoir des fourmis dans les pieds. Puis j'ai ma chaise qui tourne. Sauf que moi j'ai pas de dévidoir qui fait 40 mètres de large. C'est pour ça que j'utilise mon très cher ami Moundir qui est actuellement plié juste ici, que vous ne voyez pas, il est hors champ. Mon moulin à ordir, qui me permet en fait de créer cet écheveau de 40 mètres. Pour ça, je vous renvoie sur la vidéo comment j'utilise mon moulin à ordir. Je vous mettrai le lien en bas probablement parce que je ne fais pas de fiche parce que ça m'embête. Ça m'emmerde, soyons honnêtes. Et donc une fois que j'ai fait ce grand écheveau de 40 mètres, eh ben, je viens le diviser en 4 pour avoir mes 4 sections, mes 4 rayures, et je viens teindre ces sections-là individuellement. Et ensuite, je remets cet écheveau sur Moundir pour pouvoir le repasser sur un dévidoir, faute de meilleur nom, standard.
puisque si moi je vous envoie les chevaux de 40 mètres, vous allez me dire t'es bien gentil, mais je peux rien en faire. Et donc ça, voilà, c'est toutes les étapes de l'autorayon. J'espère que ça aurait été plus clair. Ça fait un moment que j'explique ce processus-là, j'ai l'impression que je l'explique jamais de la même manière. Voilà. Louvnitz me demande, et c'est une question que j'ai trouvé, que je m'étais jamais posée, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Pas mal. Et je trouvais ça intéressant. Elle me demande quelle est la couleur, le bruit des aiguilles qui se vend le mieux. Alors, vous allez me dire, pour regarder ça, tu regardes tes statistiques et voilà. Le problème, c'est qu'en fait, mes statistiques, elles sont biaisées dans le sens où si toutes les semaines, je remettais 5 écheveaux de tous les coloris, on aurait une statistique du coloris qui se vend le mieux qui serait fiable, qui serait impartiale presque. Là, le problème, c'est que tous mes coloris ne sont pas arrivés au même moment, donc il y en a qui sont plus vieux que d'autres, donc forcément qui ont plus de chances d'être vendus. Il y a des coloris que je teins moins parce qu'ils me plaisent moins, parce qu'ils sont plus chiants à teindre, parce qu'ils partent moins. Voilà, il peut y avoir plein de... Donc, déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de succès au niveau des kits et au niveau des boulettes. Globalement, ça part toujours très bien. Ensuite, j'ai regardé depuis l'ouverture de la boutique en nombre d'écheveaux à ex-aequo. Ce qui est le mieux parti, c'est le coloris Primavera, New Slang et Lorem Ipsum, qui sont donc des OG, comme on dit, des vieux de la vieille. C'était les premiers coloris de la boutique. Donc c'est pas très surprenant en même temps que ce soit ceux que j'ai le plus vendus, comparé à, je sais pas moi, aux coloris à 6 rayures qui sont arrivés il y a quelques mois. Et ensuite j'ai regardé, parce que ça m'intriguait, j'ai regardé en termes de chiffre d'affaires. En termes de chiffre d'affaires, le coloris qui s'est le mieux vendu, donc que j'ai le plus vendu en termes d'argent et non pas en termes de quantité, c'est Lorem Ipsum. Je sais pas comment je l'explique, parce que j'ai probablement vendu plus des chevaux 100 grammes que de 50. Voilà. En termes de pourquoi c'est le coloris qui se vend mieux, je pense que c'est le coloris au départ que je pouvais faire le plus facilement parce qu'il n'avait pas de speckle. Les deux autres ont des speckles, donc c'est plus long à faire, donc je l'ai fait peut-être moins souvent. Et c'est un coloris qui pour moi est très unisexe, qui était assez hivernal, et comme je me suis lancée en septembre, c'était plutôt, on était plutôt sur des saisons automne-hiver. Mais voilà, globalement, les coloris qui ont le mieux fonctionné pour le moment, c'est Primavera, New Slang et Lorem Ipsum. Je serais curieuse de refaire ce test-là dans un an, si j'existe encore dans un an, si on est sorti du confinement et je peux enfin vous renvoyer des choses. Voilà, ce serait intéressant de voir comment ça a évolué d'année en année. T-Fox me demande comment trouves-tu l'inspiration pour toutes les belles teintures que tu réalises. Alors d'abord, merci. Ça fait plaisir comme question. Je pense que ça vient de beaucoup de choses. Il y a d'abord déjà beaucoup d'expérimentation. Je teste beaucoup de choses dans les marmites, et j'ai la chance d'avoir une clientèle qui est assez réceptive aux boulettes, peut-être un petit peu moins les coloris uniques en uni, mais par exemple sur les rayures, je sais que je peux essayer des choses, et que si ça me plaît pas forcément à 100%, ou si je me dis qu'il y a encore des choses à améliorer, je sais que je peux quand même les vendre en boulettes, donc que j'ai pas perdu de l'argent. Je me fais 3 fois rien sur les boulettes, hein. Je suis à la limite du profit, mais c'est pas le but. En fait, le but c'est de pas avoir plein d'essais sur les mains, mais de pouvoir vous en faire profiter. Donc il y a déjà beaucoup d'essais, beaucoup d'expérimentation, de regarder comment les teintures interagissent entre elles, comment les mélanges, ce que je peux obtenir avec des mélanges. Je sais qu'au tout début, je passais beaucoup de temps avec simplement les teintures, sans aucune laine, sans rien faire chauffer, et je faisais en fait comme je testais des mélanges. Donc tiens, si je mélange
du violet avec du marron, qu'est-ce que j'obtiens, qu'est-ce que je peux tirer de ce coloris-là. Donc je faisais un petit peu comme des... je sais pas si vous avez déjà fait des nuanciers en aquarelle, où en fait on essaye de mélanger toutes les couleurs entre elles, et ça permet d'obtenir voilà, un nuancier en fait, de toutes les couleurs qui sont possibles avec sa palette d'aquarelle. J'ai fait en fait un petit peu la même chose avec la teinture. Je crois qu'il doit me rester des brouillons de ça quelque part. Voilà. Donc en fait, j'essayais des trucs et je notais en fait à chaque fois. Là, j'ai rajouté une goutte de ça, une goutte de ça, et je voyais je voyais ce que ça rendait. Donc j'en ai une flopée en fait de voilà, simplement d'essais, là vous voyez là un début de nuancier. J'en ai plein, donc parfois ça aboutissait à des coloris en fait. Quand j'arrivais à trouver une nuance qui me plaisait suffisamment, et ben ça devenait un mélange, mais ensuite forcément ça ne réagit pas de la même façon sur la laine. Puisqu'il y a aussi l'histoire d'intensité en fait, de quel volume de teinture il faut mettre pour que ça ait le bon coloris sur la laine. Donc voilà, donc au départ j'ai beaucoup travaillé uniquement sur papier, je le fais plus trop maintenant parce que je suis assez habituée au coloris que j'ai. Même si j'ai acheté de nouvelles teintures dernièrement, il faudrait peut-être que je me remette sur le papier pour tester un petit peu comment elles interagissent. Moi je suis quelqu'un de très visuel, donc pendant un moment j'ai fait beaucoup de mini, et en fait je renversais mon bac de mini sur mon lit, puis j'essayais en fait des rayures entre elles. Tiens, est-ce que ça pourrait aller, est-ce que ça pourrait aller, ah il faudrait peut-être que ce vert là soit un peu plus clair, un peu plus foncé. Je regarde aussi pas mal les palettes de couleurs. Quand j'ai besoin un petit peu d'être inspirée, je vais sur Pinterest parfois, puis je mets color palette, et puis je vois des choses qui fonctionnent bien entre eux, et je sais qu'à partir de là, je peux tirer un petit peu une inspiration de ça. En fait, il m'arrive aussi parfois de voir des jolies combinaisons sur Instagram. Je vais screenshotter j'ai fait un screenshot de la photo, et puis très rapidement je vais prendre en note comment j'imagine que je pourrais arriver à ces couleurs là avec les teintures que j'ai déjà. Donc je fais des pré-recettes en fait très rapidement. Donc j'ai en fait un cahier qui est vraiment un cahier de brouillon en fait, où je note à la fois ce que je fais et ce que je prévois de faire, ce qui m'inspire. Donc il y a des fois où c'est... il faudrait que je retrouve. Voilà, j'avais une idée de tiens, ça serait pas mal d'avoir des rayures avec un genre de moutarde, un gris, un vert forêt, puis peut-être un blanc ou un crème. Donc j'ai juste en fait ces idées de couleurs qui sont nommées, et ensuite à côté je vais essayer de trouver qu'est-ce que je peux mélanger dans ce que j'ai pour obtenir ces teintes là. Et puis après je fais des essais, et ensuite ça c'est un peu, je parle un peu plus du process. Et ensuite en fait j'ai moi mon bouquin de recettes où j'ai des échantillons avec. Alors il y a des choses voilà, qui ne fonctionnent plus, mais au moins ça me permet d'avoir une preuve, ça me permet de voir ce que donne ce mélange de teinture sur de la laine. Donc là j'ai mes coloris. Et puis de l'autre côté, pendant un moment, j'avais aussi fait simplement hors rayure, simplement voilà, quand je mélange ça et ça, j'obtiens telle couleur. Et ça je l'avais fait pour des familles couleurs, ça me permet d'avoir un petit peu une idée de ce que rendent certaines teintures, parce qu'en fait il y a des teintures, on voit qu'au niveau des bleus et des roses, je devais être inspirée. Il y a des teintures qui, dans le pot, la teinture liquide a une certaine couleur et ça donne pas du tout la même chose sur une fois que c'est chauffé et une fois que c'est sur la laine.
Donc voilà, j'ai un peu dévié de l'inspiration vers le comment je fais, mais en fait je suis quelqu'un de visuel, j'ai beaucoup de mal à... J'ai besoin de voir, j'ai du mal à visualiser dans mon esprit, encore plus pour les couleurs. Donc je m'inspire de choses très concrètes, des photos, ce que d'autres gens peuvent tricoter en fait, de me dire tiens en vrai c'est des belles couleurs à associer. J'utilise aussi beaucoup ça, où il y a des fois où en fait voilà j'isole juste, j'isole 4 ans et je me dis ah ouais non mais en fait c'est pas mal d'avoir cette palette de couleurs là, des choses que j'aurais pas forcément osé. Voilà, moi j'ai besoin de tester. Nitanti, c'était pas une question, c'était plutôt une remarque. Elle me dit j'aimerais tant tricoter ta laine, mais j'arrive toujours trop tard sur les ventes. Alors je sais qu'au départ c'était un gros problème, enfin c'était un gros problème. C'était un bon problème à avoir je pense, de mon point de vue. C'est que j'étais sold out très rapidement. Maintenant, et ça fait un bon moment, c'est quand même plus le cas. C'est très très rare qu'il y ait plus grand chose sur la boutique. Là je l'ai mise en mode vacances sur Etsy parce que comme je peux pas assurer les envois, rien n'est accessible. Mais de mémoire j'ai au moins une 50aine de produits en ligne. Donc j'ai essayé d'adapter mon offre à ce problème de gestion de stock, enfin de sold-outitude, je ne sais pas comment dire. Je propose, vous pouvez acheter des choses qui sont teintes sur commande, des choses qui ne sont pas encore teintes, qui sont teintes à la demande. Les choses comme ce mois-ci par exemple, les boulettes n'ont jamais été en rupture de stock, ce qui était une première. J'ai mis en place aussi le club boulettes qui fait que si vous voulez plus de boulettes, voilà, vous pouvez les acheter. Enfin, vous n'avez pas besoin d'être là dès le début de la vente des boulettes en début de mois. Donc j'entends ta remarque, mais je pense qu'elle est plus trop d'actualité maintenant parce que j'essaye quand même de gérer mieux les stocks. Ceci dit, je ne sais pas si c'est arrivé à certaines personnes, mais ceci dit, je recommande toujours, si vous n'arrivez pas à obtenir le coloris que vous voulez ou quoi ou qu'est-ce, de déjà vous créer un compte sur Etsy, que ça soit déjà prêt, de bien vérifier vos informations de livraison et d'avoir la boutique en favori, comme ça vous êtes alerté quand il y a des nouveautés, parce que maintenant je ne fonctionne plus en restock ou en mise à jour à date fixe. Maintenant je remets ça et là quand il y en a et je préviens sur Instagram en stories. Donc ça peut être une bonne idée, voilà, de me suivre en stories et de suivre aussi la boutique sur Etsy. Avec tout ça en fait vous avez moins de risques de vous faire carjacker. C'est-à-dire que sur des... Je dis pas que ça arrive forcément sur ma boutique, je sais pas si c'est arrivé. Mais entre le moment où vous mettez le produit dans votre panier, en fait tant que vous n'avez pas payé pour le produit n'est pas à vous. Ce qui est évident. Ça veut dire que quelqu'un d'autre peut l'acheter avant vous. Donc vous pouvez être deux à avoir le même produit dans le panier. Mais en fait si vous mettez du temps à rentrer vos infos, vous n'avez pas créé de compte, donc il faut mettre tous vos trucs de livraison, etc. Et bien vous avez plus de risques de vous faire piquer le produit. C'est pour ça que je recommande d'avoir déjà un compte rempli, enfin un compte rempli, d'avoir déjà donné vos informations, comme ça le processus de paiement est plus rapide et vous avez moins de risques de perdre le produit que vous vouliez. Voilà. Et c'était la fin des questions. Et j'en suis seulement à 1h20 d'enregistrement. Et donc on va passer à la partie blabla. Si vous en avez suffisamment entendu pour aujourd'hui, je le comprendrai. Je ne vous force pas à rester, puisque là ensuite je vais parler de choses perso, de blabla et du bruit des aiguilles. Si ça ne vous intéresse pas, merci d'être resté jusqu'ici, et puis je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux que ça intéresse, on va continuer.
Je voulais parler un peu plus des petites vidéos un peu plus perso que j'ai commencé à poster sur la chaîne. Notamment des vlogs. Je me suis inspirée en fait de ce que fait Amy de Stranded Podcast, il me semble que c'est le nom de sa chaîne, qui est une Britannique qui teint de la laine et qui elle fait des vlogs quotidiens. Alors moi j'en suis certainement pas là, mais c'est vrai que je trouvais que c'était sympa d'une parce que ça crée du contenu à regarder et franchement maintenant qu'on est enfermé c'est toujours ça de prix. Je trouve ça toujours sympa de voir l'envers du décor. Voilà. Et en fait, c'est tout ce que je me suis dit en regardant ces trucs-là. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal de le faire. Et surtout, je me suis rendu compte que, comme moi, je filme avec mon téléphone, eh bien, quand je filme avec mon téléphone, je ne suis pas sur mon téléphone à regarder des informations, les informations en boucle ou des articles inquiétants ou quoi que ce soit. Ça me permet en fait un petit peu de faire autre chose, de me détacher de mon téléphone. Et ça m'a fait du bien en vrai. Ça me permet aussi de me concentrer sur un projet à la semaine, ce qui m'aide aussi bizarrement. Ça me permet, je me dis aussi, ah mince, j'ai rien filmé aujourd'hui. Alors c'est très bête, hein, mais moi je fonctionne à la carotte, où je me dis, bah c'est bête, j'ai rien filmé aujourd'hui, donc en fait il faudrait quand même que je fasse un petit truc qui soit digne d'être filmé, pour avoir quelque chose à dire. Et comme ça me fait sortir de mon lit et je ne suis pas une larve toute la journée. Vous voyez le cheminement. Et donc dans ces... Alors, j'ai du mal à appeler ça des vlogs parce qu'en vrai je parle pas face caméra, je suis pas en train de tenir mon téléphone, c'est simplement des plans fixes où je filme ce que je tricote, ce que je crochette, ce que je file. Mais je filme aussi pas mal d'étapes dans la teinture et ça je sais que ça en intéresse certaines. Donc voilà pour ce qui est des vlogs. Enfin des vlogs, j'aime pas appeler ça des vlogs du coup. J'ai beaucoup tourné autour du pot pour trouver un terme. J'ai appelé la série Rester chez soi. Pas très original. J'avais comme idée tranche de confinement, mais je trouvais ça un peu dur. Bref, je comprendrais tout à fait que ça vous intéresse pas. Je les mets parce que là, créer du contenu sur YouTube, c'est un peu ce que je peux faire depuis chez moi et ce que je prends pas le temps de faire d'habitude. D'un point, enfin pour revenir du coup, pour passer sur le bruit des aiguilles, je vois plein de chaussettes terminées, tricotées dans ma laine, popper un peu partout sur Instagram. Alors c'est toujours un plaisir quand vous me taguez en fait sur les photos, parce que ça me permet de les voir. Je surveille le hashtag, mais c'est vrai que si vous mettez pas non plus le hashtag, enfin je vous vois pas si vous mettez pas quelque chose pour que je puisse vous voir. Mais j'en vois plein en ce moment et ça me fait énormément plaisir. Surtout que parfois en fait moi il y a des coloris que je teins et que je vends mais que je n'ai jamais vu tricoter. Donc c'est toujours super, notamment au niveau des boulettes, c'est toujours génial de voir les boulettes, de voir ce que moi j'ai imaginé avec les associations de mini, de voir ça devenir des vraies chaussettes, c'est toujours génial. Donc merci. Et si vous voulez aider la marque, si vous avez déjà acheté chez moi et que vous voulez soutenir la marque sur Ravelry, il y a un petit truc très cool à faire, si c'est pas encore fait, c'est de créer une fiche produit pour ce que vous avez tricoté. Et surtout, en fait, surtout si vous avez une photo, de préciser le coloris, s'il s'agit d'un coloris répétable. Si c'est une boulette, c'est moins important, vous allez comprendre pourquoi. Mais de bien préciser le coloris quand vous rentrez les laines, parce qu'en fait, sur Ravelry, vous savez, quand vous allez voir les fiches de laine, vous avez un onglet, alors en anglais c'est colorway, ça doit être coloris peut-être en français, je sais pas parce que j'utilise pas en français. Mais en fait, cette page-là, cet onglet-là, moi je ne peux pas le remplir. Il se remplit avec ce que les gens en fait ont rentré dans la base de données. Et d'après mes calculs, mais je suis pas très sûre, il faudrait au moins 5
5 projets tricotés du même coloris pour que ça apparaisse dans le truc coloris. On sait, enfin moi je suis la première en fait quand j'achète de la laine, j'aime bien voir ce qu'elle donne tricotée si je suis pas trop sûre sur la couleur ou je sais pas. Et ben je vais souvent dans ce fameux onglet coloris de laine. Donc je me dis que ça pourrait aider d'autres gens qui veulent découvrir la marque mais qui sont pas sûrs. Donc voilà, si vous ne l'avez pas fait, si vous vous ennuyez et que vous souhaitez me donner un petit coup de main, remplissez vos fiches Ravelry avec une petite photo, avec une bonne luminosité. Voilà. En tout cas, j'adore voir tous vos projets. C'est un vrai plaisir et c'est un petit moyen de rester encore connecté malgré le confinement. Pour ce qui est de la boutique en tant que telle, je vais vous avouer que malgré les aides Pôle emploi, c'est pas Byzance. Hein. Surtout que je commence à bien attaquer le stock de laine montain que j'ai chez moi, donc j'ai bientôt plus grand chose à atteindre. Il est possible, je sais pas, je suis en train d'y réfléchir, mais il est possible que courant avril, je réouvre la boutique, encore précisant que vous pouvez acheter, mais que les envois ne seront faits qu'à la fin du confinement. J'y réfléchis encore, c'est pas sûr. Je débat parce que je suis pas très à l'aise avec le fait de toucher de l'argent alors que je peux pas vous envoyer votre produit. C'est un truc qui me gêne un petit peu, mais en même temps, j'ai quand même besoin... j'ai une trésorerie qui est à flux tendu, parce que je suis une toute petite entreprise et je viens juste de commencer. Ce qui fait que par exemple, si là je voulais me racheter un peu de stock à atteindre, en fait il faut choisir entre manger et racheter du stock. Donc comme j'aime bien manger, ce qui veut dire que même si fin du confinement, on va dire début mai, je réouvre la boutique, il me faudra quand même un certain temps avant d'avoir vendu suffisamment pour pouvoir racheter du stock et refaire du stock sur la boutique. Et donc j'aimerais éviter ce moment de creux un peu. J'aimerais pouvoir reprendre l'activité au plus vite. Et donc peut-être que réouvrir un petit peu avant la fin du confinement, ça pourrait être l'occasion pour celles qui, je sais pas moi, qui d'habitude sont au boulot et n'arrivent pas à... Enfin, sont au boulot pendant que je fais les mises à jour et qui n'arrivent pas à avoir le petit coloris qu'il leur fallait. Voilà, je sais pas, j'ai réfléchi. Et en termes de vie perso, pour vous donner une idée de comment je vis mon confinement, cette nuit j'ai rêvé que j'allais faire des courses avec plusieurs membres de ma famille et que même on faisait la bise aux employés et genre on faisait la queue pour la caisse et on se collait. Et j'étais en mode ça va pas du tout avec le confinement. Voilà où j'en suis. Parce qu'hier je suis sortie faire des courses, c'était ma seule sortie de la semaine. Voilà, je me suis réveillée ce matin, je me suis dit non mais je rêve d'aller faire des courses et de taper la bise aux employés quoi. Enfin bon. C'est tout pour moi aujourd'hui. On en est à 1h30 d'enregistrement, ça va être génial de monter tout ça. Je vous souhaite un bon confinement si vous avez la possibilité de rester chez vous, si vous faites partie des gens qui continuent à travailler pour maintenir la vie pour nous autres. Merci. Vraiment merci. Et puis pour ceux qui peuvent, restez chez vous. Par pitié. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à venir, une bonne semaine, puis surtout